Le syndrome du sauveur, c'est quand on a envie de sauver tout le monde, quand c'est plus fort que nous. C'est en fait lorsqu'on se réalise en aidant l'autre, quitte à s'oublier. AVS avec Philippe Robichon. AVS, à votre santé, bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Patrick Soulaille est avec nous. Hola Patrick. Hola Philippe, hola tout le monde. Voilà Patrick, vous êtes formateur en process communication et nous allons parler ce matin du syndrome du sauveur. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce syndrome ? Le syndrome du sauveur, c'est quand on a envie de sauver tout le monde, quand c'est plus fort que nous. C'est en fait lorsqu'on se réalise en aidant l'autre, quitte à s'oublier. On pourrait même prendre une image, c'est comme si on était un chevalier en armure dorée avec une épée légendaire et tranchante. Et quand on regarde à l'intérieur du casque, en fait, on pourrait voir un enfant assez fragile et qui doute, en fait. Qui doute. Voilà, c'est ça un sauveur. Vous allez peut-être vous reconnaître dans certains traits de caractère qu'on va développer ce matin. Certaines personnes, peut-être qu'il y en a autour de vous, qui essayent en permanence de vouloir réparer les autres, ou alors qui sont toujours attirés dans leur couple par des personnes qui veulent réparer. Exactement. Et au final, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ils veulent se réparer eux-mêmes. En vérité, ils veulent se réparer eux-mêmes et pour se réparer eux-mêmes, ils sont avec des gens qui ont besoin d'aide. Ils sont avec des gens qui sont démunis et c'est un peu des mécanismes un peu archaïques, c'est-à-dire qu'on essaie de réparer quelque chose qui s'est pas bien passé à l'enfance en fait. Donc je pense qu'on va voir ça dans l'émission. Donc on va devoir parler de liens d'attachement, on va devoir parler de l'empathie chez l'enfant et de la surempathie en fait. Et tout ça, ce sont des facteurs qui font que dans nos relations interpersonnelles, dans nos relations aux autres, on va se retrouver avec des personnes qui auront besoin de nous. Et on va se raconter une histoire pour se dire non mais en fait ils ont besoin de nous. Alors qu'en fait ils n'ont rien demandé. C'est une faculté à être attiré par des partenaires, des amis, parfois des collègues qui au fond ne vont pas bien. Exactement, qui au fond ne vont pas bien et qui nous permettent, nous, de travailler la perception que l'on a de nous-mêmes. C'est ça c'est ça en fait, parce qu'en fait si on parle du lien d'attachement, le lien d'attachement ça a été conceptualisé par John Bowlby qui est un psychiatre et psychanalyste britannique. John Bowlby. Quoi ? Britannique. Ah, britannique. Écossais pour être plus précis. Ah oui, c'est ça, ouais. Voilà, bon. John, si tu nous écoutes. John Bowlby, il est bon John, attention. Il a théorisé le lien d'attachement et le lien d'attachement, c'est un système génétiquement programmé qui met à contribution l'environnement pour se développer. En gros, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'enfant, lorsqu'il est avec le parent, il a besoin d'une relation émotionnelle stable. Et cette relation émotionnelle va lui permettre de se développer en toute sécurité. Si cette relation émotionnelle est stable. Mais si cette relation émotionnelle n'est pas stable, l'enfant va avoir du mal du coup à se développer. Et ce qui va se passer, c'est ce qui va engendrer cette stabilité ou cette instabilité, c'est la réaction du parent. Donc là, on va parler d'ajustement ou de désajustement. On a souvent vu des parents, on peut voir des parents qui vont être souvent sollicités par les enfants. Mais maman, pourquoi ça ? Papa, pourquoi ceci ? Papa, pourquoi cela ? Alors il y a des parents qui vont répondre, puis il y a des parents qui vont dire j'ai pas le temps. Ou par exemple, on va avoir des enfants qui vont être à l'école, on va leur dire qu'ils sont associables, que ça va pas, qu'ils sont bruyants et tout. Et si les parents valident la version des professeurs, ce qui va se passer, c'est qu'à ce moment-là, l'enfant va se sentir en insécurité et il va se dire, pour avoir de l'attention pour mes parents, je vais devoir créer une version idéale de moi. Je vais devoir devenir incroyable, extraordinaire, être un héros. Parce que quand je pose des questions ou quand je suis un peu associable et tout, mes parents ne me rassurent pas. Donc là, mon lien d'attachement, il est insécure. Donc pour que je puisse avoir de la valeur pour mes parents, il faut que je sois incroyable, il faut que je sauve les gens. Donc c'est comme ça qu'on commence à se créer ce syndrome du sauveur. Quels sont les dangers, Patrick, de l'empathie chez les enfants ? Alors, tout d'abord, tout le monde a de l'empathie et l'empathie, c'est pouvoir ressentir... Enfin, tout le monde a ou pas.
Oui, enfin, tout le monde s'en sert ou pas. Ouais. Mais à part les psychopathes n'ont pas d'empathie. Alors, on va parler des névrosés. On D'accord. parle pas des psychopathes, Ouais. on parle des névrosés. Tous les névrosés ont de l'empathie. C'est-à-dire que on a cette capacité, en fait, à se mettre à la place de l'autre. Par contre, chez l'enfant, cette capacité d'empathie arrive avant la maturité émotionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en gros, l'enfant ressent l'empathie, mais il ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, quand il va sentir son parent, sa mère ou la figure d'autorité, de parentalité qui va être en danger, il va se dire que c'est de sa faute. Mhm. Il va se dire, purée, c'est de ma faute. Si ma maman est heureuse, c'est grâce à moi. Si ma maman est malheureuse, c'est à cause de moi. Donc, l'empathie, si, encore une fois, dans ce lien d'attachement, la relation émotionnelle n'est pas stable, l'enfant ne va pas savoir l'interpréter parce qu'il ne va pas être mature, en fait. Donc, voilà pourquoi c'est un danger. D'ailleurs, les enfants vont naturellement ou pas vers des personnes, il y a même des personnes vers lesquelles ils vont jamais, par exemple. Et souvent, la réaction des parents, c'est « Vas-y, fais-lui la bise, fais un bisou au tonton ». Alors que l'enfant, il n'a pas du tout envie. Il sait même pas d'où c'est un tonton. Ou les gens dans la rue, fais un bisou. Et les enfants détestent ça, en fait. Et parce qu'ils sont pas rassurés. Parce qu'ils sont pas rassurés et parce qu'ils se disent non mais en fait ça arrive souvent. Bon bah moi je suis d'origine africaine, combien de fois on m'a dit ça quand j'étais petit, non mais vas-y c'est ton tonton, fais-lui un câlin, vas-y c'est ton tonton, on va chez lui. Mais au final nous on l'a jamais vu. On sait pas. Donc on n'a pas envie. On n'a pas envie. On n'a pas envie naturellement et on nous dit quand même d'y aller. Donc après on va y aller, on est entouré et puis si les parents sont si les parents ont capté un peu ce questionnement et cette détresse, ils vont accompagner l'enfant. Mais certaines fois, non. Donc, si on vous suit ce matin, Patrick, on devient un sauveur à l'âge adulte parce que dans l'enfance, on a trouvé cette posture pour attirer l'attention sur nous. Exactement. Et parce qu'il y a un désajustement parental. C'est ce que je viens d'expliquer. C'est que le désajustement, c'est que les parents n'ont pas répondu émotionnellement à cette insécurité. Et donc, nous, on se crée cette idée. Pour avoir de l'attention, il faut que je sois un sauveur ou une sauveuse. Quels sont les profils des personnes qui ont besoin de secourir les autres ? Ah là, ça pique Philippe. Il y a 3 types de sauveurs. Il y a ce qu'on appelle le surempathique. Le surempathique, il a une problématique de distance émotionnelle. Et cette problématique de distance émotionnelle, et les origines sont diverses comme la séparation, la perte, l'amour ou l'approbation. Et ce qui se passe, je vais donner un exemple pour que ça soit plus clair pour les auditeurs. Moi, j'ai eu, lors de ma formation Est-ce une crise ou est-ce la fin, quelqu'un qui m'a contacté via Instagram pour savoir justement si elle devait prendre cette formation. Pourquoi ? Parce qu'elle m'a expliqué qu'en fait, c'était une avocate qui a été adoptée. Et comme elle a été adoptée, elle s'est retrouvée à un moment un peu perdu et pour elle devait aider les enfants comme elle. Donc elle est devenue avocate. Elle a fait des études, elle est brillante et à un moment donné... C'est pour ça qu'elle est devenue avocate parce qu'elle... D'accord. Ouais, elle m'a dit ça. Moi, je suis devenue avocate parce que j'ai été adoptée et je veux aider les gens. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un peu ce qu'on disait avant. Et à partir de ce moment-là, elle veut continuer dans cette direction et elle commence à travailler avec une association. Une association qui va aider les jeunes orphelins et tout. Elle tombe sur un homme qui travaille dans cette association. Et comme par hasard, cet homme est pas très organisé. C'est quelqu'un qui a besoin, en fait, qu'on l'aide lui aussi. Elle tombe éperdument amoureuse de cet homme. Et du coup, elle lui fait tous ses papiers administratifs. Lui, il se sent bien. Jusqu'au moment où elle sent qu'il y a un déséquilibre dans le couple et elle lui demande d'en faire un peu plus. Lui, au début, il dit non. Et après, il commence à se ressaisir quand il voit qu'elle commence à partir. Donc là, il se ressaisit, mais ça dure pas très longtemps. Ça dure pas très longtemps. Et quand elle lui dit, c'est fini, l'homme lui répond, mais tu trouveras jamais quelqu'un qui t'aime comme moi. Là, c'est là qu'elle me contacte parce qu'elle me dit, mais qu'est-ce que je dois faire ? Il s'occupe pas de moi. Il y a un vrai déséquilibre.
mais en vrai, j'ai peur qu'il me quitte. Donc là, c'est la problématique du type surempathique, parce que la problématique de distance émotionnelle est plus forte que la raison. J'ai peur de me faire abandonner. J'ai besoin de m'occuper de l'autre, quitte à m'oublier. Donc, et le dernier truc que je pourrais dire sur ce type de personnes, c'est que la réussite de l'autre peut être un problème aussi. C'est-à-dire que on va l'autre est bien tant qu'il a besoin d'aide. Exactement. Parce que à un moment donné, si il a plus besoin de nous, bah il risque de me quitter en fait. Donc c'est un sentiment un peu ambivalent. Donc elle aussi, lorsque j'ai discuté avec elle, je lui dis, on a parlé de tout ça. On a parlé de tout ça sur le fait qu'elle devait se poser la question en quoi c'était aussi important pour elle de s'occuper de lui, et qu'elle sait intellectuellement qu'elle est dans un espèce de bourbier. Pourquoi, à quoi ce bourbier sert en fait? Deuxième type de sauveur. Le deuxième type de sauveur, c'est l'humilié. On appelle ça l'humilié, et c'est le sauveur humilié. Je vais donner aussi un exemple, comme ça ce sera plus clair pour tout le monde. Moi j'ai connu quelqu'un qui était entouré, sa famille c'était tous pas des génies mais des surdoués, quoi, des hauts potentiels. Et lui il comprenait, il n'était pas surdoué, il n'était pas haut potentiel. J'allais pas dire, j'ai failli glisser là, Philippe. Et il n'était pas genouné. Voilà, il était exactement. Il n'était pas genouné. Du coup, il y a son père qui a passé énormément de temps avec lui pour lui expliquer des fonctions mathématiques les plus basiques. Il comprenait rien. Son père lui dit, mais t'es un espèce de boulet, j'en peux plus de toi, puisque son frère et ses sœurs fonctionnaient. Sa mère, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir les profs et elle dit, non, mais vous devez vous occuper de mon fils, c'est pas possible qu'il soit aussi bête. C'est impossible, c'est mon fils. Et donc lui, il se sent un peu humilié de tout ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, lui, il a capté qu'en fait, sa zone d'excellence, c'était le sport. Là, il était bon. Là, il avait un vrai niveau. Et quand il en a parlé avec ses parents, mais c'était le sport, ils s'en foutent. Ouais. Le sport, c'est pas quelque chose de intellectuellement intéressant. Donc lui, il se développe par le sport. Ça va bien pour lui et tout. Et il commence à faire des études de kinésithérapeute. Il devient même sportif professionnel. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'il commence à trouver sa nourriture émotionnelle parce qu'il commence à être adulé. Parce qu'il est sportif de haut niveau, il fait du hand, c'est le meilleur, et voilà. Et là, il tombe sur une femme qui l'adore. Et là, c'est ça qu'il aime. Et à partir du moment où cette femme l'adore, alors là, il lui fait tout. C'était marrant parce que il nous la décrivait comme quelqu'un d'exceptionnellement intelligente et tout. Et quand nous, on l'a rencontrée, elle était intelligente, mais il en avait rajouté des... Voilà. Elle était dans son regard, c'était déjà bien. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et en fait, ce qui est problématique, c'est qu'à ce moment-là, il l'a mis sur un piédestal, il faisait tout pour elle, jusqu'au moment où elle était journaliste et elle a commencé à faire des papiers. Elle a commencé à avoir une vie. Elle a commencé justement, elle s'intéressait au sport, à être journaliste un peu sportive et à voir d'autres personnes. Là, à partir de ce moment-là, il y a une césure, et la césure, elle a été très importante parce qu'un jour, cette femme-là l'a découvert avec une autre femme. Et lui, qu'est-ce qu'il a répondu? Non, mais tu me regardais plus. Et ça, c'est le fonctionnement de l'humilié. Le fonctionnement de l'humilié, c'est que j'ai besoin d'être avec quelqu'un qui m'adule. Parce que j'ai été humilié à l'enfance. Donc ce que je vais faire, c'est que tant que tu m'adules, tout se passe bien. Et je vais avoir en fait une espèce de pour moi, comment dire, le facteur qui va faire que je me sens bien, c'est que si sexuellement je me sens performant et si j'attire le regard des femmes. Et donc j'ai un appétit important.
C'est pour ça que c'est lorsqu'on a un fonctionnement humilié, on a souvent tendance à tromper parce que notre appétit n'est jamais satisfait. Donc voilà. Voilà, nous parlons du syndrome du sauveur ce matin avec Patrick Soulaille et nous sommes en train de voir les différents profils des sauveurs, hein. Et c'est le troisième que vous êtes en train que vous allez développer pour nous maintenant. Ouais. Alors le troisième, il s'agit du terroriste terrorisé. Alors là, Philippe, on est vraiment dans quelque chose d'assez sombre, d'assez dark. C'est des situations que moi j'ai rencontrées à l'époque où j'étais éducateur spécialisé. Et c'est lorsque on va avoir une enfance très difficile, où on va avoir fait l'expérience de traumatismes importants comme violence sexuelle, émotionnelle ou physique. Et je vais donner encore un exemple, comme ça sera plus clair pour tout le monde. Moi, j'avais une jeune que j'accompagnais. Sa mère était prostituée. Et en fait, elle a été placée, pas parce que sa mère était prostituée et qu'elle gagnait sa vie pour ça, parce qu'elle n'avait pas été signalée à ce moment-là. Elle a été signalée à l'aide sociale à l'enfance parce qu'elle avait été battue par son beau-père. Et en fait, ce qui a été violent pour elle, c'est que elle a été battue par son beau-père et elle a vu en fait sa mère se faire battre juste après. Donc là, après le signalement, elle a été placée. Et c'est une jeune que j'ai accompagnée assez longtemps. Et ce qui s'est passé, ce qu'on a pu observer, c'est que elle était très difficile avec les adultes. Elle était dans la manipulation de nous éducateurs, des professeurs, des camarades. Mais par contre, lorsqu'elle avait une posture de domination par rapport à un nouvel arrivant, là, elle l'aidait beaucoup. C'est-à-dire que quand il y avait un nouvel arrivant qui était un peu perdu, qui savait pas, qui avait pas de repère, alors là, elle lui montrait tout. C'était un peu son enfant un peu. Et ce qui se passait, c'est que là où ça bloquait, c'est quand justement le nouvel arrivant n'était plus un nouvel arrivant. C'est lorsque le nouvel arrivant commençait à vivre de ses propres ailes et commençait à avoir des opinions. Là, ça partait en conflit ouvert. Donc, ce qu'on peut voir là sur ce terroriste terrorisé, c'est que il y a un moment donné, encore l'attachement, la relation émotionnelle n'est pas stable du tout. On a pris pour soi ce qui s'est passé pour sa mère, c'est ce qu'on expliquait au début, la surempathie, le fait de mal gérer l'empathie, pardon. Et au final, dans nos relations avec les autres, on va aider les personnes qui se sentent perdues jusqu'au moment où elles ne sont plus perdues. Mmh. Et ce qu'on peut observer aussi, c'est que lorsque les personnes deviennent adultes, cette domination, elle se manifeste dans les relations, mais aussi et également dans les relations sexuelles. Donc, à un moment donné, ça va être très important pour le terroriste terrorisé ou la terroriste terrorisée d'avoir de sauver parce que je domine. Mais à partir du moment où toi, entre guillemets, tu deviens indépendant et adulte, tu deviens un danger pour moi. Et là, à ce moment-là, il va y avoir un conflit. Alors l'histoire peut sembler se répéter dans les couples. Certains tombent toujours amoureux d'hommes ou de femmes qui sont mal en point, alcooliques, dépressifs, et à chaque fois pensent pouvoir les réparer. Ouais. Comment est-ce qu'ils sont attirés toujours par ce même profil ? Est-ce que c'est un aimant ? C'est un aimant. Il y a un radar. En fait, c'est les deux. C'est un aimant et un radar parce que ça revient vraiment à ce que C'est pour ça que j'ai commencé par le lien d'attachement, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est puissant. Ce moment-là où on est petit, c'est le moment où en fait on met en place nos croyances. Parce que nos croyances, on les met en place comment ? Par rapport à une expérience, par rapport aux expériences qu'on a avec notre environnement sécure ou insécure. Donc on va avoir des radars, comme vous dites, et on va avoir le nez pour se remettre dans le même environnement. Donc, parce que c'est quelque chose qu'on entend, je tombe toujours sur des losers, sur des gars qui me battent, sur des dépressifs, des mecs qui se droguent. Mais exactement. Sur des mecs qui travaillent pas. Oui, exactement. Mais parce que ces mecs qui se droguent, ces dépressifs ou des gens qui travaillent pas, on connaît, on sait faire. Ce qui est difficile, c'est de sortir de ce lien d'attachement et d'aller dans un monde qu'on connaît pas.
C'est-à-dire de se retrouver avec des gens qui n'ont pas besoin de nous. Donc l'image de l'armure dorée, c'est difficile de s'en défaire. C'est difficile de s'en défaire parce que on devient responsable à ce moment-là. C'est ce qu'on disait en antenne. Être responsable de ses propres actes, c'est quelque chose qui peut faire peur. Mais par contre, c'est le chemin pour devenir adulte et être, on va dire, un sauveur sain, en fait. Donc pour être... Alors, qu'est-ce que vous appelez, vous, un sauveur sain? Et est-ce qu'il peut y avoir des sauveurs sains? Ouais, il peut y avoir. Alors, on va même dire, on va pas mettre le mot sauveur parce que c'est pas quelque chose que j'aime bien, mais on peut faire preuve de solidarité. Faire preuve de solidarité, c'est faire preuve d'empathie, mais connaître ma responsabilité et la responsabilité de la personne. Lorsqu'on veut aider quelqu'un, il faut que ça vienne de l'autre. Et ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il faut l'autre vous le demande? Exactement. Et je vais prendre l'exemple je vais m'appuyer sur Stephen Karpman, qui lui a créé le triangle de Karpman avec le triangle dramatique. Le sauveur, le persécuteur et la victime. Là, on va prendre le sauveur. Lorsque on est en mode sauveur, ce qui se passe, c'est qu'on aide les gens sans même qu'ils nous le demandent. Et là, c'est ce dont on a parlé pendant toute cette émission. Mais s'ils ne demandent pas, est-ce que ça veut dire qu'ils n'en ont pas besoin? Non, ça ne veut pas forcément dire qu'ils n'en ont pas besoin. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, ils ne t'ont fait aucune demande. Et à ce moment-là, aller les aider, c'est t'aider toi. Ce n'est pas les aider eux. Tu peux leur dire, est-ce que tu as besoin de mon aide ? Si on a perçu que, par exemple, la personne a besoin d'aide. Mais si la personne, moi je le vois tout le temps, souvent on me dit, Patrick, tu devrais aider la personne, tu devrais aller voir cette personne. Ok, je demande à la personne, comment je peux t'aider ? Et je lui dis pas, écoute, on va faire ceci, on va faire cela, on va agir comme ceci, on va agir comme cela. Là, non, pas du tout, c'est très différent. Et si la personne à ma question, comment je peux t'aider, me dit, bah là, non, tout va bien, j'attends. Ça veut dire qu'à ce moment-là, moi, je dois accepter la temporalité de la personne qui est en face. C'est ça, accepter, c'est ça être un sauveur saint. Ça veut dire que j'accepte l'identité de la personne. Parce que dans tous les types de comportements là, qu'on vient d'énumérer, il y a un truc qui revient souvent. C'est que on aide les gens, on sauve les gens par rapport à la perception que l'on a de nous. Alors que si moi j'accepte la temporalité de l'autre, c'est lui qui va être en premier plan et c'est pas moi. Donc être un sauveur saint, c'est ça, et également ne pas se sentir en danger, parce que ça correspond aussi aux 3 types de personnalités, ne pas se sentir en danger quand la personne va réussir. Quand la personne va pouvoir avoir du succès ou lorsqu'on va l'aider, on va pas s'approprier aussi sa réussite. On est là pour accompagner. Donc c'est très différent que d'être dans un côté un peu, allez, je vais le dire, un peu béni, oui, je vais t'aider, je vois que tu es en galère, je vais mettre tous mes mécanismes de défense, je vais projeter des histoires sur toi, je vais me dire oh le pauvre ou oh la pauvre, et en fait ce qui va se passer c'est que je vais plus te mettre mal à l'aise qu'autre chose, parce que toi aujourd'hui t'as peut-être besoin d'avoir du temps pour savoir ce dont t'as besoin. Comment savoir si on souffre soi-même du syndrome du sauveur? Parce que là, ce matin, on a eu quelqu'un qui en était conscient. Ouais. Donc, la personne le savait, donc voilà. Mais comment le savoir? Comment le savoir, c'est quand, c'est l'exemple que vous donniez tout à l'heure, Philippe, c'est quand on dit toujours, je tombe toujours sur les mêmes personnes. Je tombe toujours sur des personnes comme ceci ou comme cela qui réussissent pas. Pourtant, je les aide. Là, on peut se dire que on est quand même dans des schémas répétitifs et que quand ça se répète 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, peut-être que c'est nous le problème, mais peut-être que se retrouver face à quelqu'un de... C'est pas très politiquement correct de le dire, d'ailleurs. Non, c'est pas politique, mais c'est la vérité. La vérité, c'est que... c'est pas les autres le problème. Non, c'est jamais les autres le problème. C'est toujours nous le problème.
Et c'est pour ça que dans cette émission, j'ai pas parlé des gens qu'on allait sauver, j'ai parlé à chaque fois des sauveurs. C'est très important parce que les gens nous sont le reflet que ce dont on a besoin. Nos relations nous sont le reflet que ce dont on a besoin. Comment on peut savoir qu'on est atteint de ce syndrome? C'est regarder votre environnement. Est-ce que vous avez des personnes indépendantes autour de vous ou pas? Ou est-ce que vous avez des personnes en fait qui demandent toujours de l'aide? D'autres moyens de repérer qu'on est soi-même atteint du syndrome du sauveur? Oui, d'autres moyens. Déjà, vous écoutez cette émission et vous tenez jusque-là. Non, vous dites peut-être, tiens, ça pourrait me ressembler. Peut-être que là, ça me pique. Et également, un autre moyen, c'est de se poser certaines questions. C'est est-ce que lorsqu'il m'arrive quelque chose, j'ai tendance à dire que c'est les autres ou à me sentir responsable? Est-ce que j'ai tendance à c'est toujours les autres. Voilà. Est-ce que c'est plus facile, c'est la faute des autres. Voilà. Est-ce que je suis en capacité? Quel est mon réflexe naturel? Est-ce que c'est d'accuser les autres ou est-ce que c'est de me dire quelle est ma responsabilité? Ça, c'est aussi un moyen de se dire ok, est-ce que je suis en mode sauveur ou pas? Non, c'est les autres. L'enfer, c'est les autres. Oui, l'enfer, c'est les autres. Ouais, dit, c'est l'enfer, c'est les autres. Non. Les autres, encore une fois, nous sont le reflet. Notre environnement n'est le reflet que de ce qui se passe chez nous. Parce que si on est exigeant avec nous, on sera exigeant également dans nos relations. On n'acceptera pas de voir le temps passer, d'être avec des gens qui ont du mal à avancer en fait. Donc finalement, c'est pas l'histoire qui se répète, mais c'est nous qui choisissons toujours les mêmes personnes en fait. Exactement. Inconsciemment. Parce que on répète ce qu'on a vécu, le lien d'attachement. Il y a cette perception de soi qui est importante. On veut, c'est ce qu'on disait en début d'émission, cette version idéale que l'on a de nous. On n'arrive pas à s'en détacher. On veut être perçu comme ça. On a besoin de prendre cette place. Voilà, nous parlons ce matin du syndrome du sauveur, ceux qui ressentent le besoin de toujours vouloir réparer les autres, avec Patrick Soulaï, qui est formateur en process communication. On pense pouvoir sauver les gens, mais est-ce qu'on a ce pouvoir de sauver les gens, Patrick? Non, il n'y a personne qui a ce pouvoir de sauver les gens et je pense que c'est très important de parler de ça parce que c'est une problématique que moi je rencontre souvent, c'est de dire, par exemple, dans le changement, c'est-à-dire oui, mais si je change, est-ce que l'autre va changer? Ben non, c'est à l'autre en fait de pouvoir changer et on ne peut pas sauver les gens. Ce qu'on peut faire, c'est accompagner les gens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va être en face de personnes qui ont besoin d'aide. Donc, on peut être un coup de pouce. Mais sauver les gens ou changer les gens, c'est sur une longue durée. Donc même lorsque... Changer les gens, déjà changer les gens, est-ce que les gens changent d'ailleurs? Les gens évoluent et les gens deviennent... Moi, je pars du principe que lorsqu'on évolue, c'est à un moment lorsqu'on devient totalement soi-même et lorsque on devient responsable de qui on est. En fait, on n'a plus honte de dire certaines choses et Freud dirait on tue le père, quoi. On devient un peu, on se détache justement du lien d'attachement, on se détache de ce regard. Et tout ça, c'est un processus qui prend du temps. Et ce processus qui prend du temps, c'est de la responsabilité des gens. Donc à un moment donné, on peut aider les gens, on peut leur donner un coup de pouce, mais personne ne sauve personne. Personne ne peut faire ça. On n'a jamais vu sauver quelqu'un. Si je devais donner une image, c'est comme si en fait on se baladait avec quelqu'un sur son dos toute sa vie. Donc si on se balade avec des gens sur son dos toute sa vie, déjà à la fin on a mal au dos et notre santé ça va pas et en fait c'est pas possible. À un moment donné on va tomber, on va craquer. Donc sauver les gens c'est pas possible. Ce qu'on peut faire, c'est accompagner les gens, c'est aider les gens à devenir responsables de leurs actes, endosser la responsabilité de ses actions. C'est très très important, qu'elles soient bénéfiques ou pas. Parce que lorsqu'on endosse la responsabilité de ses actions, eh bien, on grandit. Dans un couple, c'est une plainte qu'on peut entendre parfois, tu as changé. Ouais, tu as changé. Tu as changé. Mais en fait, ce qui est vrai, c'est que le couple a changé.
Lorsque quelqu'un change dans le couple, c'est que le couple a évolué et que l'un des deux membres du couple n'accepte pas cette évolution. C'est ça que ça veut dire. En général, quand tu dis que tu as changé, c'est rarement en bien. Hein. Oui. La plainte, c'est pas t'as changé en bien. Oui, mais la personne qui dit tu as changé, c'est qu'elle n'accepte pas l'évolution du couple. Elle veut être dans un truc, encore dans cette période de fusion. La fusion, qu'est-ce que c'est ? C'est quand moi je me sens un peu comme dans une couette, je suis bien, et en fait tout se passe bien à ce moment-là. Mais quand tout se passe bien à ce moment-là, j'ai pas de responsabilité. Et quand on commence à dire que tout a changé, c'est qu'on commence à voir les responsabilités qu'on doit prendre, et c'est difficile, on n'aime pas ça. Ceux qui souffrent du syndrome du sauveur, parfois se plaignent également de ne rien recevoir en retour. C'est-à-dire que finalement, je fais tout pour toi et en fait, qu'est-ce que j'ai moi ? Ouais. Cette plainte de ne, voilà, que ce soit gratuit et toujours dans un sens. Déjà, c'est très intéressant parce que c'est ce qu'on disait, c'est que le sauveur, derrière cette volonté d'aider et de sauver, il y a quand même une perception dont il a besoin. Il a besoin. C'est pas gratuit en fait. Et non, il n'y a rien qui est gratuit. De toute façon, dans les relations interpersonnelles, il n'y a rien qui est gratuit. Dans les relations entre hommes et femmes, il n'y a rien qui est gratuit. Là où c'est pas sain, c'est que lorsqu'on demande en fait à l'autre de nous renvoyer une image que l'on aime. Là où c'est sain, c'est qu'on fait les choses, mais pour nous. On fait les choses parce qu'on en a besoin, parce qu'on en a envie. Là aussi, c'est pas gratuit. C'est parce que on est dans une démarche d'évolution pour soi. Par exemple, je vais être en couple et je vais aider ma partenaire à évoluer dans son boulot. Donc si je suis en mode sauveur, c'est pour qu'à la fin, elle me dise oui, c'est grâce à toi, voilà, selon le type de sauveur qu'on a vu. Mais si je suis un sauveur sain, c'est parce que je sais que si ma femme, elle a ce nouveau poste, elle évolue, ma vie, elle sera mieux. Là, c'est ça pour moi. Mais du coup, je le fais également pour moi. Et je le fais également parce que ça va permettre à ma femme d'évoluer et d'assumer plus de responsabilités. Ce qui veut dire qu'on ne fait rien pour les autres, on fait tout pour soi. Tout le temps. Même si on a l'impression de donner plus qu'on ne reçoit, c'est toujours pour soi qu'on fait les choses. C'est toujours pour soi qu'on fait les choses. D'ailleurs, moi, je crois pas du tout, et j'ai jamais vu quelqu'un faire les choses gratuitement. Même lorsqu'on me parle de spiritualité, parce qu'on m'objecte souvent ça, on me dit non mais Patrick, lorsque pendant le mois du Ramadan, on la zakat, tout ça. Ah mais c'est quoi le but à la fin ? C'est pour que t'ailles où ? Ah, c'est un ordre qu'on te demande. C'est une injonction. C'est pour aller au paradis. Donc tu le fais pas pour rien. Même si le fait que tu le fasses pour toi, ça n'empêche pas que ça va être bénéfice à d'autres personnes. Mais à la base, tu le fais pour toi. Et c'est pas un gros mot de le faire pour soi. C'est être honnête. Être honnête avec nous-mêmes. Comment on se libère de ce syndrome du sauveur ? Une fois qu'on en a pris conscience, on sait, on a identifié le syndrome, comment on s'en libère ? Est-ce qu'on peut travailler dessus ? Ouais, on peut travailler dessus toujours en deux étapes. La première étape, c'est ce que vous venez de dire, Philippe, c'est de se rendre compte qu'on est victime de ce syndrome. Ok, moi je suis un sauveur. Et après, c'est la bonne nouvelle, c'est que on n'est pas perpétuellement un sauveur. On a des moments où on est totalement responsable. Et il y a plusieurs questions à se poser. C'est à quel moment, moi, je me sens bien dans ma peau. Ok. Et je vais lister tous les moments où je me sens bien dans ma peau, mais seul. Et à ce moment-là, le travail, c'est de se poser la question, dans tous ces moments-là, quels sont les points communs que représentent ces périodes ? Et moi, en fait, mon boulot, ça va être de remettre ces éléments-là dans mon quotidien. Ou alors, on va se dire, ok, je suis en mode sauveur, mais je dépends beaucoup de l'extérieur pour me sentir bien. Ok, qu'est-ce que m'apporte l'extérieur pour me sentir bien ? Ok, le regard, la gentillesse, peut-être des cadeaux, peut-être de l'aide. Ok, je fais cette liste-là. Comment moi, je peux faire en sorte de m'apporter ça moi-même.
Donc là, c'est toujours la même idée. C'est d'être honnête avec nous. Ok, je fais le constat du fait que je suis en mode sauveur, ce que les gens m'apportent, ce que les éléments extérieurs m'apportent, et je fais en sorte d'être responsable et de me les apporter moi-même. Pareil avec les relations qu'on a avec la famille. Ok, bon bah, je peux pas me passer d'aller aider ma mère, sauver ma mère. Ça a un impact important. Mais du coup, comment je peux faire moi pour m'apporter ça aussi ? Parce que plus on arrivera à s'apporter ça soi-même, plus on va sortir de cette dépendance et de ce lien d'attachement. Et plus on va être, on va être moins drogué à cette attention. Est-ce qu'il y a quand même des fois où on doit sauver les gens ? Est-ce qu'il y aurait des fois où on pourrait identifier un moment où on pourrait être en situation de sauveur saint ? Je pense qu'il y a des moments où si on estime que c'est indispensable, vraiment indispensable, on peut le faire, mais il faut être conscient qu'on est en mode sauveur. En fait, l'idée de cette émission, et ce qui est vraiment le plus important, c'est de pas subir ce moment. Parce que oui, il y a des moments, moi j'accompagne des femmes qui vont me dire non, mais là c'est mon fils, je peux pas le laisser faire ça, sinon c'est sûr il va à la catastrophe. Ok, du coup à ce moment-là, sois consciente qu'à ce moment-là tu es en mode sauveuse et que il va y avoir une répercussion après. Si tu en es conscient, tu sais qu'après il y a un travail à faire. Mais l'important c'est de pas être en roue libre là-dessus et de pouvoir apposer les médicaments qui conviennent juste après. Notez que la plupart des gens qui sont sauveurs le font inconsciemment. Au début, oui, mais quand ça se répète, ils le savent très bien. Et Philippe, ils le savent très bien. C'est-à-dire que c'est ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport à la femme qui était avec cet homme pour lequel elle faisait toutes les tâches administratives, et du coup il y avait une relation un peu déséquilibrée. À un moment elle se rend compte qu'il y a une relation déséquilibrée et que c'est plus fort qu'elle, et qu'à un moment elle lui dit non mais là il faut que tu sortes de ça, faut que tu prennes tes responsabilités. Donc oui, au début on fait de manière inconsciente parce que ça nous fait plaisir, mais à un moment donné on s'en rend compte. Mais en contrepartie on peut recevoir de l'amour. Oui, mais l'amour c'est quoi ? L'amour, c'est important j'aime bien parce que du coup l'amour, il y a un truc à enlever, c'est que l'amour c'est un effort. L'amour c'est un effort. L'amour c'est pas juste la sensation, l'émotion positive que l'on va recevoir de par un partenaire au début parce qu'on se plaît, parce que tout se passe bien. Mais l'amour véritable c'est un effort encore sur la durée. Je fais ça parce que je t'aime en fait. Ouais, ou alors je ne fais pas ça parce que je t'aime. Ça, c'est de l'amour. Je vais vous donner un exemple très concret. Dans ma relation avec madame au début, j'étais quelqu'un de... Avec madame Soulaï ? Avec madame Soulaï, attention. L'autre, pas votre mère. Non, c'est la seconde. La seconde, madame Soulaï. Voilà, c'est ça. La junior. J'étais quelqu'un de très... de par mon histoire, d'assez possessif. Vraiment, où tu vas, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu vas là-bas et tout. Et son acte d'amour, me concernant, c'était de quand même sortir. Et c'était pas de rester à la maison. Si, moi ça me mettait dans un bad incroyable, je partais dans des films, mais pourquoi, nanana. Mais à chaque fois, elle revenait et que ces films, en fait, je me rendais compte qu'ils étaient faux. Et là, pour moi, là, c'est un acte d'amour. Parce que ce qu'on oublie, ce qu'on... Arrêtez de rigoler, Philippe. Non, ça vous arrange et j'accepte votre différence, Patrick. Non, mais c'est très important. Et surtout votre naïveté, mais bon, après tout. La naïveté par rapport à quoi ? Parce que elle allait au Macumba, on sait pas. Philippe, ça fait 17 ans, arrêtez de dire ça. Non, parce que non, vraiment, c'est important cet exemple, parce que l'acte d'amour, souvent pour les gens, c'est quoi ? C'est d'accepter
de me dire ok, il est en panique, je vais rester. Non, l'acte d'amour, c'est d'avoir une vision sur le long terme et de dire sur le long terme, si on veut être heureux ensemble, il doit accepter que je sorte. Donc je vais sortir afin de créer une relation sécure. Patrick Soulaille, on nous demande comment on peut vous rejoindre. Il y a un nouveau rendez-vous, la Pépi Talk. Ouais, c'est la Pépi Talk. C'est une formation justement sur ce syndrome, sur savoir est-ce que c'est une crise ou est-ce que c'est la fin dans le couple. Alors, j'ai mis dans le cadre du couple, mais ça peut être aussi dans toutes les relations en fait. Parce que dans toutes les relations... Ça marche pour le boulot, ouais. Ça marche pour tout, pour le boulot, pour les amitiés, pour la famille. Parce qu'en fait, on va avoir cette problématique qui va revenir. On va vouloir sauver les gens et ça va créer, comme on l'a dit pendant toute cette émission, des tensions. Donc, c'est une formation qui est faite pour ça et qui est dans le lien, dans ma bio Instagram, Patrick Soulaille, SULAY. Bien, merci Patrick. Merci. Vous retrouvez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo de cette émission sur notre chaîne YouTube et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.